Bonjour à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier, unique et meilleur podcast en français sur la comédie musicale. Nous sommes toujours Fanny et Anna, et aujourd'hui nous vous proposons un épisode de carte blanche au cours duquel Anna va parler de tout l'amour qu'elle porte pour la comédie musicale My Fair Lady. Elle abordera bien sûr les différentes versions scéniques, cinématographiques de cette comédie musicale. Tout à fait. Programme très ambitieux à l'affiche aujourd'hui. Alors, Anna, tu vas tout d'abord commencer par nous parler de la comédie musicale sur scène, donc qui est créée en 1956 à Broadway et qui en fait est déjà une adaptation de pièces de théâtre. Mais tout à fait, Fanny, puisqu'il s'agit de l'adaptation de la pièce Pygmalion, écrite par le célèbre auteur britannique George Bernard Shaw en 1913. My Fair Lady va aussi emprunter des éléments au film qui a été adapté de cette même pièce en 1938 avec Leslie Howard dans le rôle de Higgins. Leslie Howard, c'était, si vous avez vu Autant en emporte le vent, il jouait Ashley. Il a aussi co-réalisé ce film Pygmalion, donc c'était un de ses projets fétiches, qui était d'ailleurs un très bon film qu'on trouve en entier sur YouTube pour les personnes intéressées. Et à la source de l'intrigue de cette pièce et de ce film, et donc de My Fair Lady, il y a aussi la mythologie grecque. Tout à fait, puisque Pygmalion, ça vient évidemment du sculpteur Pygmalion qui, dans la mythologie grecque, va tomber amoureux de sa création, qui est une statue de femme nommée Galatée. Et cette statue est par la suite rendue vivante par la déesse de l'amour Aphrodite, parce que Aphrodite est émue par le fait que Pygmalion est tout d'un coup amoureux de sa sculpture. Et du fait, dans le langage courant, on parle souvent de Pygmalion pour désigner un homme qui va modeler une femme ou l'éduquer, favoriser son succès. On reviendra plus tard sur les implications éventuellement problématiques que ça peut avoir au sein de My Fair Lady. Alors, est-ce que tu peux nous pitcher My Fair Lady ? De quoi ça parle ? Alors, My Fair Lady, ça se déroule dans les années 1910 à Londres. On a Henry Higgins, professeur de phonétique et misanthrope notoire, qui parie avec son ami le colonel Pickering qu'il peut faire passer la jeune vendeuse de fleurs Eliza Doolittle pour une lady, rien qu'en effaçant son accent cockney très prononcé. Du coup, elle vient habiter chez lui, et elle va bousculer un peu sa vie de célibataire endurci. Il va parvenir à changer son accent, ça met un peu de temps, mais finalement, il arrive à la faire passer pour une dame du monde lors d'un bal. Il remporte donc évidemment son pari, mais du coup, Eliza presque n'a plus d'utilité pour lui en fait, et du coup est un peu perdue, et elle décide de partir et d'épouser Freddy, un jeune aristocrate qu'elle a rencontré dans ses aventures. Mais à ce moment-là, Higgins se rend compte qu'il s'est attaché à elle, 3 petits points. On parlera de comment ça se termine un peu plus tard. Spoiler. Qui est-ce qui a écrit cette pièce ? Il me semble que c'est des grands noms de la comédie musicale qui sont en commande ici. Tout à fait, puisqu'il s'agit de Alan J. Lerner pour les paroles et le livret, et de Frederick Lowe pour la musique, donc connus ensemble sous le nom de Lerner & Lowe. Ce sont des grands auteurs de comédie musicale qui ont notamment écrit des œuvres connues telles que Brigadoon, donc œuvre créée sur scène en 1947 et dont la version cinématographique est sortie en 1953, réalisée par Vincente Minnelli avec Gene Kelly et Sid Charisse. Ils ont aussi écrit les chansons du film musical Gigi, également de Minnelli en 1958, et ils ont également écrit Camelot en 1960, qui a donné une version cinématographique en 1967, dont on a un petit peu parlé dans l'épisode sur les légendes arthuriennes. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait un autre grand duo d'auteurs de comédie musicale qui s'était intéressé auparavant à Pygmalion. Tout à fait, il s'agit de Rodgers and Hammerstein. On n'a pas trop parlé d'eux dans le podcast pour l'instant. Non. Mais ce sont des grands auteurs de la comédie musicale, on va dire de l'âge d'or, qui ont notamment écrit et composé Oklahoma, Carousel, South Pacific, The King and I, ou encore The Sound of Music, la mélodie du bonheur en français. Donc ils avaient tenté d'adapter Pygmalion en comédie musicale, mais ils n'ont pas réussi. Lerner & Lowe, quant à eux, ils ont commencé à travailler sur My Fair Lady dès 1950, juste après le décès de George Bernard Shaw, donc l'auteur de Pygmalion. Mais ils ont eux aussi eu du mal, ils ont compris pourquoi Rodgers et Hammerstein s'y étaient cassés les dents, remarquant notamment que cette pièce n'était pas très adaptée pour en faire un musical selon, on va dire, les standards de l'époque, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire d'amour, il y a très peu d'intrigues secondaires, même il n'y en a pas en fait, et il y a assez peu de rôles, il n'y a pas d'ensemble, il y a, on va dire, maximum 5 rôles, 6 avec le père d'Eliza éventuellement, importants dans la pièce. Mais bon, c'est évidemment justement ce qui fait l'originalité de l'œuvre, et quelques années plus tard, ils se sont dit, allez, on s'y remet, et ils ont réussi.
My Fair Lady donc, va être très très fidèle à la pièce Pygmalion en fait. Je me souviens l'avoir lu à l'époque après avoir vu le film et avoir retrouvé beaucoup de dialogues repris mot pour mot en fait dans la pièce et dans le film donc. La mise en scène de la première version de Broadway en 56 a été assurée par Moss Hart. Alors Moss Hart c'est un célèbre dramaturge et metteur en scène qui a été aussi scénariste et il a notamment écrit, figure-toi Fanny, le scénario de A Star is Born, la version de 54 réalisée par George Cukor dont on va reparler avec Judy Garland. Alors quels sont les acteurs qui ont créé les rôles de My Fair Lady lors de cette production originale de Broadway? Eh bien, qui a créé le rôle du professeur Higgins ? C'est bien évidemment Rex Harrison, donc vraiment un de mes acteurs préférés. Je ne me lasse pas de parler du génie de Rex Harrison, l'homme le plus classe du monde, et j'écris sur ma feuille. Il a joué My Fair Lady sur scène pendant très longtemps, il a notamment joué de manière quasiment ininterrompue de 56 à 62, donc de l'ouverture jusqu'à 6 ans plus tard. Et il a même repris le rôle en 1981 pour quelques semaines lors d'un revival alors qu'il avait déjà 70 ans passés. Alors Rex Harrison c'est pas vraiment un chanteur. Et donc, il adopte un style de chant, on va dire, parlé-chanté, complètement inimitable, vraiment qui n'appartient qu'à lui, qui convient, je trouve, parfaitement aux chansons composées par Lerner & Loewe, parce que, contrairement à ce que je pensais, ils n'ont pas composé spécialement pour Rex Harrison. Et donc, il évoque souvent cette manière qu'il a eue de chanter sans savoir chanter. En interview, Rex Harrison, il appelle ça « talking on pitch », quelque chose comme parler les notes ou quelque chose comme ça. Donc Rex Harrison, en dehors de My Fair Lady, il a fait un seul autre musical un peu notable, entre guillemets, c'est le film Dr. Dolittle. Ce qui est drôle, c'est que Dolittle, c'est le nom de Eliza Doolittle dans My Fair Lady. Donc, tout est lié. Tout se recoupe. En 67, qui était un film pour enfants, c'est la célèbre histoire que vous connaissez sûrement de l'homme qui peut parler aux animaux. Et c'est un exemple de ces grands musicaux spectaculaires des années 60 dans ce qu'ils ont un peu de plus creepy, enfin en tout cas des trucs qui ont assez mal vieilli aujourd'hui, moi je trouve. J'ai l'impression, mais tu l'as vu ? J'ai vu des extraits au moins. D'accord. C'est vrai que ça a l'air Ça m'a suffi. Ça a l'air assez étrange. Alors apparemment, Rex Harrison il était très angoissé à l'idée de chanter en public, et le jour de la première preview de My Fair Lady, donc sur scène, il a dit « Je ne chanterai pas ». Et il s'est enfermé dans sa loge. Pratique, dis donc. Donc panique, évidemment. Mais 1 heure avant le début de la représentation, il est enfin sorti. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête pendant tout le temps où il est resté enfermé, mais finalement, il a dit « Ok ». Les comédiens à qui on avait dit de rentrer chez eux ont été rappelés en urgence, et la représentation s'est bien passée, donc tout est bien qui finit bien. Alors, autre anecdote, le fils de Rex Harrison, Noel Harrison, a lui aussi joué le professeur Higgins dans My Fair Lady dans les années 70. Noel Harrison, c'est un chanteur assez connu aux États-Unis, et il est notamment connu pour avoir rendu célèbre la chanson de Michel Legrand, Les Moulins de mon cœur, adaptée en anglais sous le titre The Windmills of Your Mind en 68. Alors, on a parlé du professeur Higgins, mais qui va interpréter Eliza Doolittle? Eh bien, c'est une actrice tout aussi géniale, c'est la sublime Julie Andrews. My Fair Lady va être le rôle qui la rend célèbre à Broadway en fait. Plusieurs membres de l'équipe créative de My Fair Lady sont allés la voir sur scène dans un musical qui s'appelle The Boyfriend en 55, qui marquait ses débuts à Broadway, et tout de suite ils ont été conquis par cette jeune comédienne. My Fair Lady à l'époque a été un gros succès. À l'époque, en fait, ça a été le show qui a duré le plus longtemps sur Broadway, avec plus de 2000 représentations. Et le disque enregistrement du cast original de My Fair Lady a aussi vraiment très très bien marché. Ensuite, évidemment, suite à ce succès, 6 Tony Awards ont été donnés à My Fair Lady, dont meilleure comédie musicale, meilleur acteur pour Rex Harrison et meilleure mise en scène. Et pas meilleure actrice, du coup, pour Julie Andrews? Visiblement non. On reparlera de ces histoires de récompenses un peu plus tard. C'est un show très connu, des amateurs de comédie musicale, mais même au-delà, qui a connu de nombreux revivals, qui se jouent assez souvent en fait. Le plus récent revival sur Broadway s'est joué en 2018, enfin se joue toujours d'ailleurs, au Lincoln Center, et on retrouvait dans le rôle d'Eliza Lauren Ambrose, qui est connue pour le rôle de Claire dans Six Feet Under, pour les amateurs de cette excellente série. Vous pouvez écouter le cast album de cette version en ligne, qui est très bon. Alors personnellement, moi je l'ai vue au Théâtre du Châtelet, soit fin 2013, soit début 2014. Elle s'était déjà d'ailleurs jouée en 2010 au Châtelet, mise en scène par Robert Carsen, qui a mis également en scène Singing in the Rain au Châtelet. Personnellement, c'est vraiment une des plus belles comédies musicales que j'ai vues sur scène, notamment, on va dire, visuellement, quoi. Les costumes, les décors, vraiment incroyables. Et j'ai aussi un très bon souvenir, notamment des numéros d'ensemble, des harmonies. Je trouvais que vocalement et musicalement, c'était magnifique.
Moi aussi, je l'ai vu à l'époque, j'ai beaucoup aimé, même si j'avoue que je m'en souviens pas très bien dans le détail. Je me souviens de la scène des courses, la scène mythique sur laquelle tu reviendras tout à l'heure, avec des costumes particulièrement magnifiques. Et récemment, j'ai revu les costumes de My Fair Lady au Centre national du costume de scène de Moulins, et je confirme qu'ils sont superbes. Alors, tu voulais aussi nous parler de quelques chansons en particulier, donc dans ce musical. Peut-être d'abord, on peut commencer par les chansons d'Eliza. Mais oui, on peut faire ça. En premier, j'avais envie de parler un peu du tube de My Fair Lady, c'est I Could Have Danced All Night. Donc c'est une chanson qu'Eliza interprète au moment où elle réalise qu'elle a des sentiments pour le professeur Higgins. Donc c'est une chanson qui a été reprise à très nombreuses fois par moult chanteuses et comédiennes. On aime bien toujours faire des petites références à Glee, donc on l'entend dans Glee. Chanté par Emma, donc le personnage joué par Jayma Mays. Malheureusement, on ne l'entend pas dans Crazy Ex-Girlfriend, mais on peut quand même dire Crazy Ex-Girlfriend. Là, c'est vrai que dans cet épisode, je sais pas si je vais réussir à caser Crazy Ex-Girlfriend. Autre solo d'Eliza, c'est Wouldn't It Be Lovely. Donc ça, c'est la I Want Song d'Eliza. On a un peu déjà parlé de ce concept d'I Want Song, c'est les chansons vers le début de la pièce où le protagoniste, on va dire, exprime quel est son désir dans la vie. Donc là, c'est une chanson que Eliza chante au début de la pièce, donc où elle a encore son espèce d'accent cockney très très marqué, et où elle raconte qu'elle rêve d'une vie meilleure, voilà, des plaisirs simples, avoir une belle maison, une cheminée, du chocolat et un compagnon pour être avec elle, quoi, tout simplement. Parmi les numéros connus de cette comédie musicale, on trouve, comme dans Chantons sous la pluie, aussi une leçon de diction. Mais oui, tout à fait, c'est le numéro The Rain in Spain. En fait, très spécifiquement, ça se déroule un peu après une longue journée, où le professeur Higgins a donné de nombreuses leçons de diction à Eliza. C'est le moment où elle va enfin réussir à prononcer la phrase « The rain in Spain stays mainly in the plain ». J'espère que je le prononce bien et que le professeur Higgins ne me jugerait pas. Donc voilà, c'est une chanson qui est très très ludique, avec des jeux sur donc des exercices de prononciation anglaise. Il y a la fameuse The Rain in Spain, mais il y en a d'autres au fur et à mesure de la chanson. Je trouve que c'est un moment où le passage de la parole au chant est particulièrement réussi dans cette œuvre. On a donc Eliza, Higgins et Pickering qui se réjouissent qu'elle ait enfin réussi à prononcer cette phrase qu'elle n'arrivait pas à prononcer, et ils se mettent très naturellement à la chanter. C'est assez bien fait. Oui, parce qu'il me semble que, comme dans Moses Supposes, de Chantons sous la pluie, le basculement entre la parole et le chant va se faire d'abord en accentuant un petit peu l'accent tonique naturel de la langue anglaise, et c'est ce rythme en fait qui va faire le pont vers la mélodie et donc le chant. Tout à fait. Donc ça, c'était les chansons d'Eliza, mais il y a aussi les chansons des personnages masculins. Autre chanson assez connue, on a On the Street Where You Live, autre chanson romantique, chantée par le personnage de Freddy. Donc Freddy, c'est le jeune homme de bonne famille qui tombe amoureux d'Eliza. Il marche dans la rue où celle-ci habite, dans l'espoir de l'apercevoir, et il se réjouit d'être là, dans la rue où elle vit. C'est une chanson vraiment qui a été reprise de nombreuses fois, notamment par des crooners, c'est typiquement une chanson de crooner. Dean Martin ou encore Nat King Cole l'ont chantée. Autre chanson d'un personnage masculin complètement différent, c'est With a Little Bit of Luck, donc, qui est chantée par le père d'Eliza. Cette chanson, c'est une éloge de l'oisiveté. On est vraiment très très loin d'une morale américaine du hard labor, on va dire. Certes, le père d'Eliza est un personnage un peu ridicule, on n'est pas forcé d'adhérer à son point de vue, mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce que ça raconte. Au cours de la pièce, Higgins va dire qu'il considère le père d'Eliza comme un grand moraliste. Il y a une petite mini-intrigue autour de ça. Donc voilà, on a un côté assez subversif de ce personnage du père, qui est pas du tout gommé, j'en reparlerai un tout petit peu après. Et voilà, c'est un super numéro avec quelques passages dansés dans un musical qui, dans l'ensemble, est assez peu dansé. Autre chanson, I've Grown a Costume to Her Face. Une très belle chanson qui est celle-ci interprétée par Higgins. En fait, dans l'introduction du morceau, Higgins est furieux contre Eliza parce qu'elle est partie, mais il finit par comprendre que sa colère vient du fait qu'en fait il s'est attaché à elle et qu'elle fait désormais partie de sa vie. C'est assez touchant. Comme On the Street Where You Live, c'est voilà, une chanson qui a été reprise de nombreuses fois par des crooners ou par des chanteurs ou même des chanteuses de jazz. Il y a un petit passage dans le documentaire qu'on trouve sur le DVD du film My Fair Lady, que je vous recommande, où l'actrice Nancy Olson, qui était la femme d'Alan J. Lerner à l'époque, donc le parolier, elle raconte comment il a eu l'inspiration pour cette chanson. Il cherchait un sujet de chanson d'amour un peu original, et il l'a vu descendre les escaliers, et il s'est dit qu'il s'était habitué à son visage, et que c'était ça l'amour en fait. Enfin, c'est assez joli comment elle le raconte. Il y a beaucoup d'autres chansons absolument remarquables dans cette pièce, mais je développerai un peu plus tard au fil de ma logique.
Et donc, après cette version scénique de 1956, on a eu, en 1964, une adaptation au cinéma. Alors peut-être que tu peux replacer un petit peu le contexte, en fait, de production de cette adaptation. On est en 64, donc en gros, l'âge d'or de la comédie musicale hollywoodienne touche à sa fin. C'est fini. Voilà, là c'est fini, c'est même déjà fini. On a déjà évoqué un peu ça dans le podcast, quand on parlait de West Side Story, ou quand on a parlé de Camelot aussi. Mais en gros, dans les années 60, il y a une tendance à faire des grosses productions musicales, des films très longs, My Fair Lady dure 2h30 au moins, souvent en costume, avec généralement une entr'acte, et c'est souvent des adaptations d'œuvres créées sur scène. Et c'est des films qui vont être diffusés dans le format qu'on appelle roadshow, donc c'était une façon d'exploiter les films en se calant sur le modèle du théâtre, enfin de spectaculariser au maximum la sortie au cinéma avec, il me semble, des prix plus élevés, des goodies en fait qui étaient distribués, exactement. Des places placées, enfin un placement en salle. Enfin, voilà, tout faire pour rapprocher le cinéma du théâtre. Ouais, tout à fait. Dans l'idée de concurrencer l'arrivée de la télé qui faisait que des films étaient accessibles plus facilement, donc il fallait donner une plus-value à l'expérience du cinéma. Et c'est pour ça que c'est surtout les films jugés à grand spectacle qui ont été prompts à être exploités dans ce format-là, donc principalement les comédies musicales, mais aussi les péplums. La vague de production des péplums à la fin des années 50, au début des années 60, c'est aussi dans cette logique d'exploitation spectaculaire. Je vous conseille d'ailleurs, pour en savoir plus sur ça, d'aller voir la vidéo de Lindsay Ellis, vidéaste qu'on a déjà citée dans ce podcast parce que je l'adore, qui s'appelle The Death of the Hollywood Movie Musical. On vous mettra évidemment le lien dans la description du podcast. En termes de studios qui produisent des comédies musicales dans les années 60, la MGM, notre grand studio de cœur favori de l'âge d'or du classicisme hollywoodien, n'est plus trop dans la course. La dernière grande comédie musicale que produit la MGM, c'est Gigi en 58, d'ailleurs film qui sera largement comparé à My Fair Lady, tout à fait, qui était alors au théâtre. J'ai lu ça dans les preview cards de Gigi, c'est assez frappant combien les spectateurs font immédiatement le rapport avec la pièce qui se jouait alors à New York. La Fox va, elle, produire un certain nombre de comédies musicales spectaculaires, telles justement que The Sound of Music en 65, Dr. Dolittle, mais aussi des péplums, notamment Cléopâtre. Et la Warner, qui produit My Fair Lady, aura à son actif également Camelot un peu plus tard dans les années 60. Oui, tout à fait, en 67, qui va, on va dire ça comme ça, faire un flop. Mais par contre, My Fair Lady, lui, n'a pas du tout fait un flop. Donc comme tu l'as dit, ça a été produit par Warner, et en fait plus précisément par Jack Warner lui-même, donc le chef du studio, qui voulait vraiment en faire un succès, c'était un projet auquel il tenait. Il l'avait vu sur scène, il avait acheté les droits assez chers, et en fait My Fair Lady a eu un budget de plus de 17 millions de dollars, la comédie musicale la plus chère de tous les temps à l'époque. Le film a été réalisé par George Cukor. Donc George Cukor, c'est un immense cinéaste de l'âge d'or d'Hollywood, qui s'est essayé à de nombreux genres, la comédie, Madame porte la culotte par exemple, le thriller avec hantise, le mélodrame, etc. Avant My Fair Lady, il avait réalisé 3 autres films musicaux. Donc Une étoile est née en 54 avec Judy Garland, Les Girls en 57 avec Gene Kelly, un film incroyable qu'on n'a jamais encore mentionné dans le podcast mais que j'aime beaucoup, et Le Millionnaire en 1960 avec Marilyn Monroe et Yves Montand. C'est le film où il y a le célèbre numéro My Heart Belongs to Daddy. En fait, finalement, Cukor est venu, on va dire, assez tard à la comédie musicale, sur la fin de la grande période de la comédie musicale. À toute fin. Même si, en fait, j'ai lu qu'à la fin des années 30, il avait failli réaliser Le Magicien d'Oz. Il n'a pas tourné d'image, mais apparemment, il est intervenu sur les costumes et sur le maquillage. Je crois qu'il a décidé un maquillage plus naturel pour Judy Garland. Oui, je crois que c'est lui qui a fait le changement de coiffure. Oui. Et je crois que dans certaines filmographies, il est crédité, enfin lorsqu'il décide de créditer genre les 30 réalisateurs du Magicien d'Oz, je crois qu'il le crédite. Alors parle-nous un petit peu du casting de cette adaptation cinématographique. Est-ce qu'on retrouve des interprètes de la pièce originelle ? Alors oui et non. On retrouve Rex Harrison, il reprend son rôle du professeur Higgins, même s'il y a visiblement eu des hésitations, puisque Cary Grant, Rock Hudson ou encore Peter O'Toole ont été envisagés pour ce rôle. Est-ce que Rex Harrison, à l'époque, c'était une star de cinéma ou... Il était assez connu, mais moins que les trois précités, quoi. D'accord. Peter O'Toole avait fait Laurence d'Arabie, Rock Hudson, plein de comédies dont on a parlé à propos de Doris Day, et Cary Grant, évidemment, très connu, notamment pour les films d'Hitchcock. Donc il était connu au cinéma, mais beaucoup moins que les autres. Il paraît, selon la légende, que Cary Grant, quand on lui a proposé le rôle, il a carrément écrit à Warner pour leur dire qu'il devait absolument prendre Rex Harrison.
qu'il irait pas voir le film s'il prenait pas Rex Harrison. Quel gentleman, ce Cary Grant. Eh oui. Alors, ils ont demandé, ce qui était un peu gonflé, à Rex Harrison de faire un screen test pour vérifier qu'il correspondait bien au rôle. Ou pour vérifier qu'il passait bien à l'écran. Peut-être, mais il le savait déjà. Il avait déjà fait des films. Il a quand même fait, évidemment, le plus beau film du monde, L'aventure de Madame Muir, mais aussi un film que j'aime beaucoup, Qu'est-ce que maman comprend à l'amour, de Vincente Minnelli, avec Kay Kendall, qui était à l'époque son épouse. Ah oui. Tout à fait. Ils étaient mariés, et elle est morte, ils étaient mariés au moment où elle est morte, tristement. Donc il a refusé de faire ce screen test, mais il a envoyé des photos de lui, visiblement presque nu, à George Cukor et à Jack Warner, qui les ont convaincus. Bon, je ne sais pas pourquoi. Rex Harrison dit que peut-être le fait qu'il avait l'air assez en forme et mince et tout ça, alors qu'ils imaginaient qu'il se serait un peu empâté, les a séduits. Peut-être George Cukor a... Je ne sais pas. Je veux pas... voilà. Mais on trouve ça dans la biographie de George Cukor, écrite par Patrick McGilligan. Autre anecdote, Harrison n'a pas voulu enregistrer les chansons en avance, en fait, puisque, évidemment, d'habitude, dans les comédies musicales, on enregistre les chansons en studio avant de les interpréter en playback sur le plateau de tournage. Mais il a dit, jamais de la vie, je ne chante jamais 2 fois pareil. Donc, on lui a mis un micro sur le tournage et on l'a enregistré en son direct. C'est, à mon avis, extrêmement rare, en fait, dans l'histoire de la comédie musicale, on va dire... Ouais, cette la période époque-là, classique. c'est assez rare. C'est étonnant, en fait, pour un acteur qui a été, grosso modo, obligé d'envoyer des photos nues de lui pour se faire caster, d'avoir un star power comme ça. Enfin, il a quand même, du coup, un pouvoir de négociation fort pour imposer un truc comme ça. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est marrant par rapport au fait que il soit recruté de justesse, presque. Une fois qu'il a été choisi... Eh ben, c'était lui, donc, qui pouvait imposer ses exigences. Et alors, malheureusement, on ne retrouve pas Julie Andrews dans cette adaptation cinématographique, même si on retrouve quelqu'un de très bien. Julie Andrews a été remplacée par Audrey Hepburn, qui est une plus grande star à l'époque. Hein. Elle a eu de grands succès avec Vacances romaines et Diamants sur canapé, notamment. Pour ce film, elle a été payée $1 million, qui était donc le plus grand salaire pour une actrice à l'époque, ever. Et elle a été payée 5 fois plus que Rex Harrison. C'est quand même, dans ce sens-là, assez rare. Ce qui est amusant, c'est que Rex Harrison, au départ, n'était pas très content de ce choix. Bon, évidemment, parce qu'il était attaché à Julie Andrews, mais aussi parce qu'il trouvait que Hepburn ne pouvait pas incarner la Eliza, on va dire, du début du film. La version populaire. Tout à fait. Puisqu'il disait, Eliza est censée être mal à l'aise dans les salles de bal. Audrey, elle, n'a jamais passé un jour en dehors d'une salle de bal. Je trouve ça très drôle. Mais des années après, il a affirmé en interview que Audrey Hepburn est la meilleure comédienne avec qui il a joué dans toute sa carrière. Donc elle s'est bien rattrapée. Et alors, étonnamment, alors qu'elle avait déjà joué d'une comédie musicale au cinéma, je pense à Drôle de Frémousse, ce film de Stanley Donen de 57 avec Fred Astaire, ici, elle est doublée. Quand elle chante, c'est pas sa voix qu'on entend. Ce n'est pas sa voix qu'on entend. Évidemment, Audrey Hepburn avait une assez jolie voix, on l'entend dans Drôle de Frémousse, pour ce style jazzy, etc. Mais pour, on va dire, cette partition très complexe de soprano legit, donc qui tire presque vers le lyrique, elle en était pas vraiment capable, tout simplement. Donc elle est doublée par Marni Nixon, donc, qui est une célèbre doubleuse de l'âge d'or d'Hollywood. On a parlé d'elle à propos de West Side Story, puisqu'elle avait doublé Natalie Wood dans West Side Story. La production a plus ou moins laissé Audrey Hepburn penser qu'elle chanterait la plupart des chansons, qu'elle serait doublée que pour certains passages. Mais bon, elle a fini par comprendre que non, elle était un peu triste, la pauvre Audrey Hepburn. Et ensuite, Jack Warner a essayé désespérément de cacher cette information à la presse, mais c'était en vain. Mais il y a quand même un moment où on peut l'entendre chanter dans le film. Oui, en fait, il y a un moment où on l'entend chanter, c'est durant la partie grave de Just You Wait, donc une chanson où elle est très énervée contre le professeur Higgins, donc elle lui dit tout ce qu'elle va lui faire pour le punir de se comporter mal avec elle, et il y a toute une partie au début où c'est un moment où elle a encore son accent, etc., où effectivement dans le film c'est Audrey Hepburn qu'on entend, et après il y a toute une partie lyrique où là évidemment c'est Marni Nixon qui prend le relais. Mais on peut entendre, si ça vous intéresse, ces versions de Wouldn't It Be Lovely et de Show Me dans les bonus DVD de My Fair Lady. Bon, pour Show Me, effectivement, je pense que là c'est clairement à raison qu'elle a été doublée, même si c'est pas nul du tout, mais elle a pas vraiment les capacités vocales pour chanter ça. En revanche, Wouldn't It Be Lovely, je la trouve plutôt sympa dans sa version, puisque c'est une chanson vers le début.
Donc où elle a encore son accent et ce truc un peu rauque et tout. Oui, c'est sûr que sur un registre comme ça semble pas délirant de laisser une voix pas tout à fait parfaite. Enfin, Exactement, je pense qu'ils auraient pu la laisser sur ses chansons du début. Des chansons un peu moins sophistiquées, on va dire. Mais bon, malgré tout... Malgré tout, Audrey Hepburn est vraiment excellente dans ce film. Elle est hyper crédible dans les deux rôles. Dans le rôle de Eliza, vendeuse de fleurs, et dans le rôle de Eliza, dame du monde. Et dans la transition entre les deux, en fait, c'est vraiment très très bluffant. Et je trouve que l'alchimie avec Rex Harrison est absolument incroyable. Je suis toujours bouleversée, je l'ai encore re-regardé par une scène. D'habitude, quand je re-regarde des films, je regarde principalement les numéros musicaux. Mais dans My Fair Lady, il y a aussi des moments non musicaux que je trouve sublimes. Et là, c'est juste après la réussite du pari, en fait, quand il rentre du bal, et que Higgins vient de chanter une chanson disant « Je suis génial, j'ai réussi », alors que c'est elle qui a réussi, en fait. Et ce moment où Eliza réalise que elle ne sert plus à rien aux yeux de Higgins et qu'elle en fait, elle va devoir partir parce que maintenant, ils ont atteint un moment où elle a plus d'avenir, elle sait pas comment continuer. Et lui, il lui parle un peu de manière condescendante, mais il finit par comprendre ce qui se passe. Pour la première fois, il est vraiment blessé de ce qu'elle lui dit. On sent que ça le touche quand même, mais il reste très arrogant. Enfin, il y a un truc, c'est vraiment très, 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 très beau. Harrison et Hepburn sont vraiment exceptionnels dans cette scène. Et pourtant, elle a pas eu l'Oscar, la récompense ultime du cinéma. Et non, elle n'a pas eu l'Oscar de la meilleure actrice, elle n'a même pas été nommée, figure-toi. On dit que c'est sans doute pour la raison qu'on vient de mentionner, c'est-à-dire le fait qu'elle ne chantait pas elle-même et qu'elle était doublée. Et l'Oscar a été remporté, là je te le donne en mille, par Julie Andrews. Retour de Karma. Pour Mary Poppins. Pour Mary Poppins, évidemment. Donc, film également de 64. Donc, Julie Andrews, elle n'a pas pu faire My Fair Lady, mais finalement, elle a fait Mary Poppins. Donc, c'est bien aussi. Mais il y a un côté un peu triste, parce que à l'époque, leur concurrence a été montée en épingle, on va dire, à la fois par les studios et par la presse, pour faire parler du film, hein. Mais Julie Andrews, même des années après, elle disait qu'en fait, elle pensait pas avoir eu l'Oscar seulement pour son mérite personnel d'avoir joué excellemment bien Mary Poppins, mais parce que, en gros, comme prix de consolation, parce que les gens avaient pitié d'elle, qu'elle n'ait pas été prise dans My Fair Lady, quoi. Enfin, il y a un truc, c'est triste qu'elle puisse penser ça, alors que quand même... C'est pas mal, Mary Poppins, il faut le dire. On peut dire qu'elle est quand même bien dans ce film. Autre petite anecdote autour de ces récompenses... Julie Andrews et Audrey Hepburn se sont affrontées au Golden Globe dans la catégorie meilleure actrice dans une comédie ou comédie musicale. Au Golden Globe, c'est séparé en drame d'un côté et comédie ou comédie musicale de l'autre. Et c'est Julie Andrews là aussi qui a gagné, et lors de son discours de remerciement, elle a remercié Jack Warner donc, pour ne pas l'avoir prise dans My Fair Lady. Pour continuer sur les récompenses, mentionnons donc que le film a remporté 8 Oscars, sur 12 nominations au total, donc énorme succès, dont meilleur film, meilleur réalisateur pour George Cukor et meilleur acteur pour Rex Harrison. Qui fait donc le doublé Tony plus Oscar pour un même rôle. Tout à fait. Bravo. Quelques mots des autres comédiens peut-être ? On a Stanley Holloway qui reprend en fait le rôle d'Alfred, donc le père d'Eliza, qu'il avait créé sur scène. C'est un acteur que je trouve assez remarquable, avec son accent cockney, et vraiment un vrai talent comique burlesque. C'est un rôle pour lequel Jack Warner avait envisagé d'embaucher James Cagney, donc, qui est un grand acteur de l'âge d'or d'Hollywood, mais finalement ce dernier s'est désisté. Et comme pour Rex Harrison, c'est revenu au créateur du rôle sur scène. Dans le rôle du mignon Freddie Eynsford Hill, on a Jeremy Brett, qui était lui aussi doublé pour le chant. Et dans le rôle du colonel Pickering, on a Wilfrid Hyde White, qui est un acteur qui a beaucoup travaillé en fait à Hollywood depuis les années 30, et qui avait déjà tourné avec Cukor puisqu'il avait un second rôle dans Le Millionnaire en 1960. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur les questions d'adaptation, enfin les changements éventuels qui ont été faits entre la scène et l'écran ? Bah, cette fois-ci, à mon grand désarroi, j'ai pas grand-chose à dire, hein, puisque le film est très très fidèle à la pièce. En fait, les changements sont minimes. Toutes les chansons de la pièce sont présentes, il n'y a pas de coupe et il n'y a pas de nouvelles chansons. Il y a juste With a Little Bit of Luck, donc une des chansons du père d'Eliza que j'ai mentionné tout à l'heure, qui a été légèrement modifiée, elle a été placée un petit peu plus loin dans l'intrigue et un petit peu coupée. Mais voilà, à part ça, franchement, rien à dire. Et je voulais mentionner aussi, évidemment, une personne très très importante sur My Fair Lady, c'est Cecil Beaton, le costumier, qui a créé à la fois les costumes de la pièce et ceux du film, et qui a lui aussi, comme Rex Harrison, remporté à la fois le Tony et l'Oscar. C'était son deuxième Oscar après celui reçu pour les costumes de Gigi. On reparle encore de cette correspondance entre Gigi et My Fair Lady.
Il y a une scène très très marquante pour ce qui est des costumes, c'est évidemment la scène de Ascot Gavotte, donc que tu mentionnais en passant tout à l'heure Fanny, où toute l'aristocratie londonienne en gros se retrouve à une course hippique et reste complètement stoïque, c'est très très drôle, il y a que Eliza qui se met à hurler. En gros elle dit, je n'exagère même pas, elle dit au cheval sur lequel elle a parié de se bouger le cul, en gros. Dans cette scène, on a des costumes très extravagants, un jeu sur le noir et blanc qui contraste pas mal avec le reste du film où il y a beaucoup de couleurs. Dans cette scène, c'est principalement du noir et du blanc. Il y a juste Eliza qui a une rose rouge, en fait, je sais plus, je crois, sur son épaule ou quelque chose comme ça. Mais sinon, c'est la seule touche de couleur. Enfin, c'est vraiment un moment visuellement splendide. Et cette grande robe blanche, enfin une espèce de dentelle blanche avec des broderies, enfin des suppléments noirs, son grand chapeau, Ouais. son ombrelle, c'est vraiment une image très iconique qu'on a du film, qui a été utilisée pour l'affiche, enfin au moins les affiches qu'on connaît aujourd'hui, mais il me semble aussi l'affiche originale. Ouais. Donc c'est un costume qui est particulièrement important, non seulement parce que il cristallise le moment de la transformation, en fait, d'Elisa, de sa présentation C'est la au première monde. fois qu'on la voit dans un costume comme ça, très sophistiqué. Et d'ailleurs, on avait un peu le même type de présentation dans Gigi. Hein. Oui. On a aussi cette spectacularisation du moment où elle est censée être transformée. Bref, tout à fait. On revient sur les parallèles entre les deux œuvres. Si on veut aller un petit peu plus loin dans l'analyse, donc à la fois de la pièce et du film, je voulais nous parler de certains aspects en particulier, et d'abord de la fin. Il y a un changement en fait qui a fait beaucoup parler de lui par rapport à la pièce originelle Pygmalion. Dans My Fair Lady, on a un happy end, tandis que chez George Bernard Shaw, donc dans Pygmalion, Elisa ne retournait pas chez Higgins et ils ne se réconcilient pas. Mais là, dans My Fair Lady, ils se réconcilient. En fait, c'est un changement qui existait déjà dans le film Pygmalion de 1939, et en fait qui existait presque depuis la création de la pièce, puisque certaines mises en scène déjà à l'époque intégraient un happy end, ce que Shaw n'appréciait pas vraiment. Mm-hmm. Et en 1916 d'ailleurs, il a écrit un sequel, donc une sorte d'épilogue à la pièce, où il commence en disant, en gros, je paraphrase un peu, mais c'est l'idée, je ne devrais pas avoir besoin de raconter la suite de l'histoire, mais comme tout le monde semble obsédé par les clichés et les facilités de la romance, je dois vous expliquer clairement pourquoi Higgins et Eliza ne peuvent pas terminer ensemble. Donc dans cet épilogue, il explique qu'Eliza épouse Freddy et que c'est un mariage un peu nul. Il y a un côté assez pessimiste dans cet épilogue, puisqu'elle peut pas vraiment s'extraire de sa classe sociale d'origine. Il y a un truc assez dur, qui est sans doute plus réaliste évidemment que le choix qui a été fait par My Fair Lady. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais pas trop compris ni aimé cet épilogue, alors que la pièce en elle-même est vraiment géniale. Mais bon, avec le contexte, je comprends mieux pourquoi Shaw l'a écrit. Donc en tout cas, dans My Fair Lady, la fin est clairement plus romantique, dans le sens où on voit Eliza retourner voir Higgins, alors qu'elle était partie de chez lui. Il n'y a pas non plus de baiser final, il n'y a pas d'effusion romantique, mais c'est davantage un happy end classique où le personnage masculin et le personnage féminin se retrouvent. Après, personnellement, je trouve que ça reste quand même une fin assez ouverte, et en termes de mise en scène, chaque metteur en scène peut en faire un peu ce qu'il veut, puisque, en vrai, on peut s'imaginer ce qu'on veut pour la suite de ce qui va leur arriver, parce que juste, elle est revenue, mais c'est pas du tout mentionné, elle dit pas « je reviens habiter chez vous », elle dit pas « je suis in love with you », voilà, ça reste quand même assez ouvert, je trouve. Un autre aspect qu'on peut développer, c'est ce sujet social, enfin, en tout cas, cette question des classes sociales, de la figure du transfuge de classe, enfin, le fait de passer d'une classe à l'autre. Les questions de classe, c'est pas spécialement le fort de la comédie musicale. On va avoir peut-être quelques personnages de clochards rigolos, par exemple, je pense à Couple of Swells dans East Upper Head, mais c'est à peu près la seule façon dont on envisage les notions de classe à des fins, on va dire, très comiques, très caricaturales. Tout à fait, en tout cas à l'époque, oui, c'est sûr. Donc effectivement, un sujet social vraiment très original pour une comédie musicale, qui prend évidemment son origine dans l'œuvre de George Bernard Shaw, qui était un auteur très très politique, en fait, qui était explicitement socialiste. Mm-hmm. L'œuvre pose une question intéressante, c'est la question du langage comme marqueur social. C'est un sujet très, très fort et qui est encore parlant en fait aujourd'hui. Récemment, il y a eu un peu dans la presse des débats sur la notion de glottophobie, donc qui désigne un peu le mépris que certains ont pour les personnes qui s'expriment mal, entre guillemets, ou pour par exemple les personnes qui ont des accents qu'on entend beaucoup moins que les autres, par exemple à la télévision ou à la radio.
Oui, parce que ça m'a frappé lorsque tu as raconté l'intrigue tout à l'heure, c'est que souvent quand on pense aux transformations, même plus généralement, hein, les make-overs de personnages dans les films, ça va plus loin que cette seule question du langage. On ne s'interroge pas sur la façon dont elle doit se tenir, dont elle doit se comporter en société. C'est vraiment concentré sur son accent. Si, mais tout passe par l'accent. Tout passe par l'accent, c'est ça qui est fou. Mais ce qui est amusant, c'est que dans la scène dont on a parlé un petit peu, où elle va aux courses hippiques, ce qui est hilarant, c'est qu'elle dit des trucs complètement aberrants, elle raconte des trucs de son père qui se bourre la gueule, de sa tante qui est morte, de la pauvreté, de la misère. Mais avec le bon accent. Avec un accent délicieux de poche anglais, c'est ça qui est absolument hilarant. Donc effectivement, Higgins pense que c'est d'abord le langage, et ensuite, effectivement, il y a tout un truc où le il reste lui apprend... viendra. Et ensuite, le reste viendra parce que ça, c'est la première fois qu'ils la font sortir dans le monde, entre guillemets. Et la deuxième fois, j'ai pas trop parlé de cette scène, mais c'est la scène qui se passe dans une ambassade, je crois, où elle arrive sublime. Là, c'est vraiment le moment makeover, même presque cliché, hein. Elle descend de l'escalier et elle est sublime. Et là, à ce moment-là, non seulement elle parle extrêmement bien, mais elle se comporte très très bien, elle sait danser, etc. Et du coup... elle trompe tout le monde, il y a un linguiste éminent qui pense qu'elle est une princesse hongroise, donc vraiment elle arrive à se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. En fait, cette histoire de langage, Higgins en parle dès la toute première chanson, qui est extrêmement drôle, qui s'appelle « Why can't the English teach their children how to speak ?» où on va dire, il se lamente un peu du fait que les Anglais savent pas parler, en gros. Et il dit que c'est la manière dont s'exprime Eliza qui la condamne à la misère. Il dit « It's how and gone that keep her in her place, not her wretched clothes and dirty face ». Il dit c'est la façon, c'est les mots qu'elle prononce qui la maintiennent dans sa classe sociale inférieure et pas son apparence, on va dire. Évidemment, on peut être opposé à la thèse de Higgins, hein, qui est très très basique, mais c'est assez intéressant. Et évidemment, cette hypothèse que va faire Higgins est le déclencheur du récit, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'il va parier qu'en apprenant à Eliza à parler correctement, il pourra la faire passer pour une lady. Encore une intrigue de Paris, d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est comme assez fréquent. Guys and Dolls. Tout à fait. Et toujours au sujet de l'opposition entre classes sociales dans ce film, on a le personnage du père d'Eliza, qui correspond à une certaine manière de représenter les classes populaires. Oui, tout à fait. Donc Alfred Doolittle, il est présenté dans la pièce comme un pauvre non méritant, entre guillemets évidemment, c'est-à-dire un pauvre qui a pas envie de travailler, qui préfère boire, fréquenter des nanas et faire la fête, quoi. Alors que ça coûte un pognon de dingue de subventionner. Les assistés, là. Et donc, il y a une scène assez bien où Higgins le rencontre et il dit « Mais ce mec est génial. En fait, c'est un grand moraliste, un grand rhétoricien. » Et du coup, il recommande Alfred Doolittle à un mécène en disant « Donnez de l'argent à ce mec, il va révolutionner la morale, etc. » Du coup, Alfred reçoit de l'argent et il devient un homme respectable. Et finalement, il va le regretter, hein, parce que ça lui donne des responsabilités, notamment la responsabilité de se marier. Et donc, le deuxième numéro du père d'Eliza, qui est assez sympa aussi, c'est Get Me to the Church on Time, où, bon, il est content de se marier quand même, il va se marier donc le lendemain, c'est un peu son enterrement de vie de garçon. Mais quand même, il préférait peut-être continuer sa vie un peu insouciante. Bon, ça reste un numéro dynamique, humoristique, mais il y a un petit fond intéressant comme ça sur qu'est-ce que c'est de changer de classe sociale, en fait. Et on a vraiment un regard assez original hein, sur cette question de classe sociale et de passage d'une classe à l'autre. Bah ouais, mais Eliza aussi, évidemment, elle devient une transfuge de classe, c'est-à-dire une personne, en l'occurrence de basse extraction, qui va intégrer la haute société, entre guillemets, évidemment, tout ça. Hein. Et on a vraiment un aperçu assez poignant de la souffrance que ça peut être. Puisqu'à la fin de la pièce, en fait, Eliza, elle n'a vraiment sa place dans aucun des deux milieux. Et il y a une très très belle scène vers la fin, où Eliza revient sur la place du marché, où elle travaillait au début de la pièce, et où se déroulait la toute première scène de l'œuvre, et en fait elle découvre qu'elle n'y a pas sa place. Elle n'y a plus sa place, elle rencontre des gens qu'elle croisait à l'époque, et elle peut plus vraiment leur parler comme elle leur parlait avant. C'est assez déchirant, je trouve. Et alors maintenant, la grande question qui se pose, c'est celle d'une éventuelle misogynie de cette œuvre. Julie Andrews elle-même, dans une interview de 2017, parle du sexisme de la pièce. Ben, la question que ça pose, en fait, c'est une question qui revient souvent hein, quand on analyse une œuvre, c'est... Là, en l'occurrence, Higgins est clairement misogyne, mais est-ce que mettre en scène un personnage misogyne, ça fait de My Fair Lady une œuvre misogyne ? C'est toujours la même question. Enfin, je veux dire, ça revient très souvent.
Je vais essayer d'expliquer en quoi je pense vraiment pas que My Fair Lady soit une œuvre misogyne, malgré l'avis même de Julie Andrews. On a donc 2 chansons consacrées à la détestation des femmes du professeur Higgins. Ça fait beaucoup, hein, j'admets. Ça ne plaide pas. Pour l'instant, ça plaît pas trop en faveur de la pièce. Donc on a une chanson vers le début qui s'appelle I'm an Ordinary Man, où Higgins explique, c'est quand même très drôle, hein, pourquoi il préfère être célibataire plutôt que d'avoir une femme, parce que en gros c'est la plaie d'avoir une femme, parce qu'elle est toujours en train de râler, et elles veulent rien faire, et voilà. Et plutôt vers la fin, on a une autre chanson, que je trouve encore plus significative de ce point de vue-là, qui s'appelle A Hymn to Him, donc déjà, tout est clair. En gros, il va expliquer en quoi les femmes sont inférieures en tout point aux hommes, en disant « Why can't a woman be more like a man ?» Il se demande, mais pourquoi les meufs, elles sont pas juste comme les mecs, quoi. Bon. Et en fait, c'est des chansons qui sont tellement évidemment misogynes que j'ai du mal à les percevoir comme dangereuses. Je pense pas que quelqu'un pourrait la chanter... Premier degré, quoi. Au premier degré, genre la reprendre dans un spectacle, dans un concert, par exemple, tu te mets à chanter cette chanson comme si c'était du premier degré. À mon avis, c'est impossible. Parce que, évidemment, que dans ces chansons, Higgins est en gros un connard arrogant, hein, il faut dire ce qui est. Et à mon sens, on est censé le comprendre comme tel. A Hymn to Him, ça arrive à un moment où il est énervé contre Eliza, et du coup, il retourne à ses vieilles habitudes, et tout. Enfin, c'est pas vraiment à prendre au sérieux, c'est à prendre comme un moment de colère du personnage, de caractérisation. Et de toute façon, de manière générale, Higgins, même dès le début, en fait, est présenté comme un gros réac. Dans sa première chanson, qui est hyper drôle, mais en gros, il dit... il est en mode les jeunes de nos jours, ils savent plus parler, quoi. Enfin, c'est un discours réac. Et je pense qu'on est censé en avoir conscience. Ouais. Et il y a une deuxième chose, évidemment, qu'on peut dire sur l'éventuelle misogynie de My Fair Lady, c'est qu'évidemment, c'est Pygmalion. C'est-à-dire, l'œuvre raconte la formation d'une femme par un homme. Puisque Higgins fait d'Eliza ce qu'elle est à la fin, et il la modèle un peu selon ce qui correspond pour lui à... on va dire l'idéal d'une femme du monde, classe et tout ça, et cultivée, etc. Mais dans le même temps, je trouve que Eliza, elle perd jamais vraiment son indépendance d'esprit. Au début, elle le déteste, après, elle commence à avoir des sentiments pour lui, à un moment, il se rapproche un peu, mais c'est pas pour ça qu'elle reste auprès de lui quand il commence à mal la traiter, donc c'est à mon avis plus nuancé que ça. Il y a une chanson qui est la première chanson de l'acte 2 qui s'appelle You Did It, où Higgins décrète que tout est grâce à lui dans la réussite de son pari. Puisqu'à la fin de l'acte 1, donc Eliza a passé pour une princesse hongroise lors d'un bal, et en fait il ne reconnaît jamais sa performance à elle. Même à un moment, il y a un moment assez marrant où il dit attendez, j'ai pas cité une autre personne qui a contribué à la réussite, et il désigne son ami le colonel Pickering. Donc juste là, elle hallucine, elle est présente dans la scène, et elle comprend pas ce qui se passe. Enfin, c'est très fort parce que il y a une chanson très drôle d'un côté, avec le mec qui se réjouit, et puis tous ses domestiques qui le félicitent. « Congratulations, Professor Higgins !» Et dans le même moment, Eliza est toujours dans la pièce, et elle se décompose, quoi. C'est très très fort. Le seul fait qu'il y ait des scènes comme ça, ça permet de montrer combien le personnage a tort, donc ça me semble assez évident que du coup, c'est pas à mettre sur le compte d'une misogynie de la pièce, mais du personnage. Pour moi, c'est clairement montré et dénoncé comme étant une erreur de sa part, et une goujaterie absolue de la part de Higgins. D'ailleurs, dans la scène suivante, qui est la scène que j'ai mentionnée tout à l'heure pour dire que Harrison et Hepburn étaient sublimes et bouleversants, elle lui reproche ça, elle lui dit qu'il ne reconnaît pas sa valeur à elle, quoi. Enfin, un truc où elle demande de la reconnaissance de sa part. Oui, si elle le formule explicitement. Complètement explicitement, hein. Donc, My Fair Lady, ça reste quand même, pour moi, l'émancipation, en fait, le récit d'une émancipation d'une jeune femme qui n'est pas si bête ni si faible que ce que Higgins pense. Donc dans la dernière partie, elle le quitte, et elle va trouver refuge chez une autre femme qui est la mère de Higgins, qui est aussi un super personnage, je trouve, a une forte personnalité, et qui a un regard ironique et assez critique sur la société, on va dire, aristocrate dans laquelle ils évoluent, et sur le comportement complètement goujat de son fils. Et du coup, à ce moment-là, quand Eliza habite chez la mère de Higgins, puisqu'elle sait pas trop où elle est, hein, c'est un peu le tragique du personnage à ce moment-là, c'est qu'elle a pas vraiment de futur. Higgins va voir Eliza en disant qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'es partie, je comprends pas, il est complètement clueless, il comprend rien à ce qui s'est passé. Il est un peu... Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, il est un peu borné. Et à ce moment-là, on a une chanson vraiment que j'aime beaucoup, c'est la chanson Without You, qui est une démonstration de force d'Eliza qui va déclarer son indépendance, et elle dit je peux vivre sans toi, contrairement à ce que tu crois, j'ai ma vie à moi et je peux me débrouiller. Et c'est assez malin parce qu'elle fait des jeux de mots, enfin il y a un truc très très ludique dans cette chanson. Elle reprend, en se moquant de lui, les fameux exercices de diction,
Donc elle redit The Rain in Spain, In Hartford, Hereford and Hampshire, enfin tous ces trucs-là. Et elle énumère de manière assez amusante tout ce qui va continuer de tourner, qui continuerait de tourner si Higgins n'était pas là. Du genre, l'Angleterre va pas s'écrouler parce que t'existes pas. Enfin voilà, elle le met face à sa mégalomanie en fait. Donc on a à la fois un retournement d'une situation où elle était dans une situation d'apprentissage, donc dominée, mais qu'elle a réussi à tourner à son avantage. Enfin, c'est vraiment un empuissancement pour le coup, parce qu'elle a emmagasiné ce qu'il lui avait appris pour pouvoir à son tour lui faire la leçon. Et c'est marrant, c'est que quand tu parles de cette chanson Without You, moi ça me fait penser, mais alors je ne sais pas s'il y a un rapprochement à faire, à la chanson de Calamity Jane, I Can Do Without You, où on retrouve peut-être une... alors je sais pas si c'est à comprendre aussi littéralement que I Can Do Without You comme une démonstration par antiphrase du fait que finalement ils vont être destinés l'un pour l'autre. Je pense qu'on n'est pas tout à fait dans le même registre ici, mais bon, en tout cas, on a à nouveau une chanson comique, une chanson... Oui, c'est vrai. D'affirmation exacerbée du personnage féminin. Oui, qui affirme son indépendance. Et juste après, à la fin de cette chanson Without You, en fait, Higgins, il veut pas lâcher, hein. C'est vraiment un connard. Et il enchaîne tout de suite avec une reprise de la chanson You Did It, donc qui était la chanson où il expliquait que tout était grâce à lui. Et il dit, en gros, dans cette reprise, que c'est lui qui a permis à Eliza de s'exprimer comme ça, donc que c'est grâce à lui qu'elle est en train de lui faire la leçon. Ben oui, ben voyons. Voilà, donc il retourne toujours tout à son avantage, ça montre clairement qu'il a rien compris, quoi. Et je pense vraiment que on est censé comprendre qu'il a rien compris, qu'on n'est pas du tout censé être de son côté. Il y a une autre chanson qui montre aussi que Eliza est une femme qui s'affirme, c'est la chanson Show Me, qui est aussi une super chanson, où elle s'adresse à Freddie. Donc Freddie, c'est un mec beaucoup plus sympa et qui a été charmé par son côté un peu... En fait, il a été charmé lors de l'après-midi au cours hippique par le fait qu'elle racontait des trucs complètement... Inappropriés d'une manière classe. Donc il adore. Et voilà, c'est un personnage plutôt attachant, Freddie, même si un peu falot, on va dire. Et elle lui dit, si t'es amoureux de moi, tais-toi et agis, quoi. Enfin, il y a un truc où elle lui dit, et ça va, la parlotte, en gros, elle lui dit, j'en ai marre, les mots, j'en ai entendu je sais pas combien chez Higgins, maintenant ça va. Tout ça, pour moi, ça forme un truc où ça raconte l'histoire d'une émancipation féminine. Et le personnage de Higgins, même si, en un sens, oui, on s'attache à lui, il est marrant, mais on n'est pas censé être d'accord avec lui. Et alors, de cette misogynie de Higgins, on peut aussi tirer des interprétations homo ou queer. Enfin, tout à l'heure, quand tu mentionnais la chanson Him to Him, je sais même plus si on peut vraiment parler d'interprétation à ce niveau-là. Bah oui, alors, mais c'est très très frappant cette chanson, mais je me souviens même quand j'étais ado que je la regardais, je me disais déjà que c'était... Quand même. Parce qu'en gros, il dit, les hommes, c'est mieux, formidable. Les hommes, c'est mieux que les femmes, et il compare vraiment, terme à terme, sa relation avec Pickering, son ami qui est venu habiter chez lui, à sa relation avec Eliza, toujours à la faveur de la première. En gros, il dit, est-ce que vous vous plaignez quand je ne vous achète pas de fleurs, ou quand je vais boire un verre avec un autre homme? Non, vous ne vous plaignez pas. Et en gros, c'est marrant parce que dans la manière dont tu te dis, il compare plutôt une relation d'amitié avec une relation d'amour. Parce qu'il dit, est-ce que vous êtes jaloux? Enfin, et du coup, le fait qu'il se questionne sur le fait que Pickering pourrait être jaloux, ça veut dire qu'il envisage potentiellement que ça puisse être une relation d'amour. Enfin, c'est étonnant, hein, ce moment. Ah, moi, ça me semble très symptomatique de tous ces textes où, genre, si tu veux absolument pas voir, oui, peut-être que c'est possible de pas voir, mais autrement, c'est juste là, les gars. Enfin, je suis complètement d'accord avec ça. Cette connotation homosexuelle, je sais pas comment le dire, on le voit évidemment dans cette relation entre Pickering et Higgins, donc qui se rencontrent au début. En fait, ils sont fans l'un de l'autre parce que Pickering est un grand linguiste et Higgins aussi, et ils font « Oh là là, je connais toutes vos œuvres, machin », ils se rencontrent par hasard et ils sont déjà fans l'un de l'autre. Et après, direct, Pickering, il vient habiter chez Higgins, direct. Donc c'est deux vieux célibataires, on va dire, qui vont décider d'habiter ensemble tout d'un coup. Mais oui, c'est jamais interrogé, c'est juste normal. Comme font tous les vieux célibataires que sont Black et Mortimer, Spirou et Fantasio, Tintin et le Capitaine Haddock, quoi. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur tout ça. Alors sur cette relation entre Pickering et Higgins, moi j'avais pensé à un épisode des Simpsons, en fait intitulé The Regina Monologue, lors duquel les Simpsons, pour une raison que j'ai oubliée, se rendent à Londres. Et à un moment, Bart et Lisa sont livrés à eux-mêmes
Je crois qu'il mange plein de bonbons et les bonbons anglais sont censés être beaucoup plus sucrés que les bonbons américains et du coup ça les entraîne dans une sugar rush, enfin une hallucination sucrée qui va jusqu'à les mettre littéralement dans le caniveau en train d'agoniser. Et là arrive un couple habillé en anglais du début du siècle, enfin on reconnaît le costume de cette époque et on reconnaît les personnages de My Fair Lady parce qu'un des deux dit à l'autre « Ah là là, c'est ces jeunes qui sont dans le caniveau, je vous parie qu'on pourrait leur apprendre les bonnes manières et en faire des gens de la haute société. » Sur ce, Homer récupère ses enfants en disant « Non, vous ne ferez rien avec mes gosses, on est américains. » et il s'en va. Et après, il y a une très courte scène où les deux Anglais se disent brusquement « Je t'aime » et s'embrassent complètement. Donc c'est marrant aussi à la fois comme My Fair Lady intervient ici très ponctuellement comme une espèce de symbole culturel de l'Angleterre et aussi ça signifie combien encore une fois c'est même plus de l'interprétation, hein, ce contenu homo-érotique entre les deux personnages est absolument évident pour dès qu'on pense à la pièce en fait. Donc moi ça m'a fait rire. Oui, c'est très drôle, oui. On vous mettra l'extrait dans les liens du podcast. Et il y a aussi peut-être quelque chose qui favorise cette interprétation, c'est la persona de Rex Harrison. Bah moi je trouve qu'il a une manière, je sais pas comment le dire, mais une persona, oui, qui peut facilement aller vers une attitude, on va dire un peu maniérée, assez sophistiquée, qui le tire vers un certain stéréotype d'homme gay, notamment d'homme gay assez âgé, plutôt de milieu aristo, quoi. Ici c'est clairement le cas pour moi, ainsi que dans, à mon avis, plusieurs films de la deuxième partie de sa carrière. Harrison a priori n'était pas homo. Il était marié 6 fois. Alors peut-être que ce grand nombre de femmes indique... Non, je ne veux pas du tout faire de spéculation sur la sexualité de Rex Harrison. Mais il a joué un personnage vraiment explicitement homosexuel en 1969 dans un film qui s'appelle L'Escalier de Stanley Donen, qui n'est pas du tout une comédie musicale, où il était en couple avec Richard Burton. C'est un film, bon, un petit peu caricatural, mais assez intéressant pour l'époque, sur le fait de représenter... 69 sur un couple homo, c'est étonnant, ça me donne envie de le voir. Non, ça vaut le coup, hein. C'est un couple de vieux, un peu de vieilles folles qui se disputent, un poil caricatural, mais intéressant. Alors sur ce sous-texte homosexuel de My Fair Lady, on peut lire un article de la journaliste Rebecca Rainer de mars 2019, dont je vous mettrai également un lien, où elle aborde ce sous-texte queer, et en fait elle estime, par rapport à la version cinématographique, elle estime que Cukor, qui était notoirement homosexuel, a tenté de gommer ces aspects-là dans le film, notamment en réduisant le rôle du colonel Pickering, et en insistant plus sur le couple Higgins et Liza. Selon elle, c'est pour des raisons à la fois commerciales, parce que quand on fait un gros film hyper populaire qui doit être vu partout et tout, attention à ce qu'il y ait vraiment rien qui dépasse, même si en vrai ça dépasse quand même parce que ça dépasse toujours. Et aussi pour des raisons personnelles, puisque George Cukor ne voulait pas, lui, être identifié en tant que réalisateur homosexuel. Il était déjà identifié en tant que réalisateur, on va dire, de films de femmes. Et voilà, il en voulait pas trop non plus. En tout cas, c'est la théorie de cet article. Je sais pas à quel point c'est vrai, mais je trouve ça assez intéressant. Donc My Fair Lady, on l'aura compris, œuvre majeure dans l'histoire de la comédie musicale américaine, encore très souvent jouée aujourd'hui et souvent également référencée. Alors on n'a pas listé toutes les occurrences, les allusions à My Fair Lady, mais on peut penser, encore une fois, pour revenir aux Simpsons, on a même tout un épisode consacré à une sorte de remake à la sauce Simpson de My Fair Lady, donc un épisode intitulé My Fair Lady, dans lequel Lisa va tenter de faire de Willy le jardinier un homme raffiné parce que il doit, pour une obscure raison, se présenter sous son meilleur jour à l'occasion de la fête de la science. Donc encore une fois, les Simpsons en fait un petit peu comme illustration de combien une œuvre est entrée dans le patrimoine culturel américain. Et je voulais pour finir mentionner le fait que donc cette œuvre continue de faire parler d'elle et qu'il y a même eu des projets en fait de nouvelles adaptations cinématographiques de My Fair Lady, notamment au début des années 2010. Il devait y avoir un film avec un scénario écrit par Emma Thompson, trop bien, avec Carey Mulligan dans le rôle d'Eliza, trop bien. Ça devait être produit par Cameron Mackintosh. Donc Cameron Mackintosh, c'est un grand producteur de musicals, et notamment de musicals scéniques. Il a notamment produit Les Misérables et Le Fantôme de l'Opéra, pour Sony. Mais en 2014, on apprend que finalement non.
Il n'y aura pas de nouvelle adaptation. Et alors, ce qui me fait rire, c'est comment Cameron McIntosh explique que ça s'est pas fait. Il dit « The film didn't happen because of various things that happened with the rights and the studio and all that. » Ah bah me voilà convaincue. Donc des choses variées qui se sont passées avec les droits et le studio et tout ça. Bon, c'est pas très clair, mais en tout cas, la nouvelle version cinématographique de My Fair Lady ne s'est pas faite, mais moi je suis toujours pour les remakes, je suis pas du tout fétichiste des œuvres originales, donc pourquoi pas. Bah, d'autant qu'avec la vague assez importante de remakes et de comédies musicales depuis le succès de quelques-unes récemment, peut-être que ça va remettre le projet dans les dossiers brûlants de Sony, je ne sais pas. Pourquoi pas, moi ça serait avec plaisir. Eh bien, merci Anna pour cette carte blanche très détaillée. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci. Nous remercions enfin nos partenaires, l'Écran Pop et Tony Comedy. N'oubliez pas de commenter, de liker, de noter sur iTunes. Vos likes sont précieux pour le référencement du podcast. Tout à fait. De partager sur les réseaux sociaux. Voilà. Et n'hésitez pas surtout à nous donner votre avis sur tout ce qu'on raconte. Tout à fait. On serait ravis d'échanger plus avec vous. Et pour l'instant, nous vous disons au revoir et à bientôt pour un prochain épisode de All That Jazz. Salut!